Robert Pinkton est sûrement le plus grand serial killer canadien. Il a reconnu avoir assassiné 49 prostituées. Il a sévi dans la banlieue de Vancouver. Cette affaire va être assez morbide, je vous préviens tout de suite, puisqu'on peut penser que certains cadavres ont été mangés par les cochons qui vivaient dans la ferme de Robert, notre serial killer. D'autres morceaux de corps ont pu être donnés à des proches pour des barbecues, donc vous regarderez votre bacon avec un peu plus de méfiance maintenant. Cette vidéo pourrait être financée par un mouvement vegan, donc si L214 veut me faire un petit chèque, faut pas hésiter. Allez, prenez vos pancakes et votre sirop d'érable, je vous emmène au Canada. Notre histoire se passe dans la périphérie de Vancouver, dans la charmante bourgade de Port Coquitlam. Enfin, elle ne va plus vous sembler aussi charmante dans quelques minutes. Mais c'est ici qu'a grandi Robert Pinkton avec son frère David et sa sœur Lina. Leurs parents sont éleveurs de cochons et à leur décès, leurs enfants héritent de l'exploitation familiale. Mais au-delà de leur activité d'abattoir, les deux frangins ont eu une bonne idée en créant une sorte d'association de bienfaisance qui s'appelait la Piggy Palace Good Times Society. Ça permettait d'organiser des soirées de charité avec des hommes politiques du coin, il y avait des soirées dansantes et des choses comme ça. C'est limite si ça faisait pas des lotos pour le club du troisième âge. Mais en parallèle, il y avait une activité un peu moins formelle, un peu plus secrète, avec des rave parties, un lieu de débauche avec de l'alcool, de la drogue et des milliers de personnes qui faisaient la fête. À mon avis, ça ne dansait pas la chenille lors des soirées. Ni la Macarena. À Vancouver, à 30 km de là, on a un quartier qui s'appelle le Downtown East Side, qui est mal fréquenté, mal famé. On a beaucoup de prostitution, de la pauvreté, des dealers, de la violence. Et durant 20 ans, on va avoir des dizaines de femmes qui vont disparaître dans les environs. Robert Pinkton, notre homme donc, connaissait bien cet endroit, car il venait déposer dans une usine pas très loin les carcasses de ses cochons. Et des fois, il ramenait des femmes jusqu'à sa ferme en leur promettant de l'argent. Ces cibles qui vont être privilégiées par notre futur tueur en série, et cette ambiance, elles ne sont pas sans vous rappeler celui de Jack l'Éventreur, qui a ciblé, lui, des prostituées dans le quartier de Whitechapel à Londres au 19e siècle, qui était, je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu cette vidéo, l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale anglaise. Et pourquoi ce sont des victimes faciles? Car on ne s'inquiète pas de leur disparition. On met des mois, parfois des années, avant que la police ne veuille vraiment s'inquiéter du phénomène. Les enquêteurs pensent qu'elles ont disparu de leur plein gré, ou alors qu'elles sont mortes dans un coin d'une overdose. La réalité est tout autre, vous vous en doutez bien. L'atmosphère devient de plus en plus pesante, les travailleuses du sexe sont méfiantes, elles restent sur leur garde, elles restent groupées, pour ne pas se faire enlever. C'était aussi un petit peu le cas déjà en Angleterre au 19e siècle. L'union fait la force. En 1991, on a plusieurs familles de disparus qui vont se regrouper et faire une marche commémorative tous les ans, le 14 février, pour essayer de faire bouger les choses. Un mémorial a même été installé dans un parc de Vancouver pour rendre hommage aux disparus, mais à l'époque, la police ne croit pas à des meurtres, encore moins à un serial killer, car il n'y a pas de corps qui est retrouvé. Pourtant, comme souvent dans ces affaires-là, il y a des alertes qui vont malheureusement ne pas être prises au sérieux par les autorités et qui ne vont pas arranger la situation. Une fois encore, vous allez voir que la police a eu du flair. En mars 1997, Pinkton aurait tenté de tuer une prostituée du nom de Wendy. Il l'aurait poignardée après une dispute à la ferme, mais la femme va réussir à s'échapper après avoir désarmé son agresseur et lui avoir mis en retour un coup de couteau. Une rumeur dit que nos deux personnes, Robert et Wendy, ont été soignées dans le même hôpital et qu'on a retrouvé sur notre homme la clé qui ouvrait les menottes que la travailleuse du sexe avait encore au poignet. C'était un peu Fort Boyard avant l'heure. Chercher la clé sur Pinkton pour libérer Wendy avant d'aller répondre à l'énigme du père Fouras. Robert a ensuite été libéré sur caution et en plus on considère que vu que la victime était toxicomane, son témoignage ne pouvait pas être pris au sérieux, ne pouvait pas être cru sur parole. Donc ça ne va pas aller plus loin. Au printemps 99, une source, un employé, au sein de l'abattoir des Pinkton, va commencer à faire remonter des informations inquiétantes à la police. Un corps de femme aurait été aperçu, on retrouve aussi des objets, des vêtements, des sacs à main, des papiers d'identité. La police décide donc d'ouvrir une cellule dédiée à toutes ces disparitions inquiétantes, surtout qu'en plus les cas se multiplient à la fin des années 90. Parce que là ça commence à faire beaucoup d'indices quand même. Les enquêteurs vont aussi diffuser une annonce à la télévision sur un programme dédié aux faits divers, pour essayer de récupérer des renseignements pour coincer le ou les responsables. Parce qu'à cette époque, vu le nombre de cas, on peut facilement penser qu'il y a plusieurs coupables. Il y aura une centaine d'appels à la chaîne pour tenter de faire avancer le dossier, mais tous ne seront pas utiles. Certains voulaient juste sûrement appeler pour passer à la télé et faire une dédicace à leur cousine. Il paraît que la géographie des environs de Vancouver va compliquer les recherches de la police, puisqu'entre les montagnes d'un côté et l'océan de l'autre, les cachettes pour enterrer des potentiels cadavres semblent inépuisables.
Et en plus de bons spots pour cacher des corps, ça offre aussi sûrement de belles randonnées. Mais bon, là c'est pas la question, on n'est pas là pour faire du tourisme, malheureusement. Notre homme, Robert Pinkton, va avoir un beau tableau de chasse à son actif. Entre les années 80 et 2000, notre criminel va donc tuer 49 personnes, essentiellement des prostituées, enlevées dans le quartier de Vancouver. Un procédé simple, puisqu'il les emmène chez lui à la ferme en leur promettant de l'argent, et là-bas, il leur tire une balle dans la tête, il les découpe et il va les donner à manger à ses cochons. Un mode opératoire qui va quand même durer plus de 20 ans. Mais grâce au signalement d'un ancien employé, la police va pouvoir intervenir, car on lui rapporte qu'il y aurait des armes illégales sur place, et c'est suffisant pour avoir un mandat de perquisition et aller fouiller la ferme. Les forces de l'ordre débarquent donc sur l'exploitation, et ils vont commencer à retrouver des objets qui appartenaient à des femmes disparues. Pour creuser davantage, on obtient un deuxième mandat qui va définitivement confirmer tous les soupçons. On retrouve du sang dans une caravane et l'inhalateur d'une des victimes qui était asthmatique. C'est vrai que c'est pas pratique d'être asthmatique quand tu dois courir pour échapper à un serial killer. La vie est mal faite. Robert est arrêté le 22 février et on va retenir contre lui 26 chefs d'accusation pour 26 meurtres, même si lui en avoue 49, et aurait même apparemment aimé en faire 50 pour avoir un chiffre rond. On peut lui accorder et lui reconnaître le souci du détail. En plus, à sa place, je me serais sûrement fait la même réflexion. N'ayez pas peur, partez pas, quittez pas la vidéo. Vous vous doutez bien qu'avec tous ces meurtres espacés sur 20 ans, on ne va pas retrouver toutes les victimes. La scène de crime est énorme, on parle de 200 000 échantillons ADN et 600 000 prélèvements de preuves. 3 millions de mètres cubes de terre sont retournés pour chercher les cadavres, et ils ne sont même pas tombés sur un trésor qui était enterré dans le coin. C'est quand même pas de chance. Cette enquête aura coûté plus de 70 millions de dollars. Bon, c'est pas nos impôts vu que ça ne se passe pas chez nous, mais faut reconnaître que ça fait une sacrée somme. Le nombre de prostituées que tu peux te payer avec 70 millions de dollars. On retrouve des morceaux de corps, mais aussi de la chair humaine dans des congélateurs ou dans des déchiqueteuses à bois. On pense aussi que la viande humaine, broyée, elle a été mélangée avec de la viande de cochon avant d'être donnée à des gens, à des proches, à des amis pour qu'ils la mangent, lors de soirées barbecue par exemple. On a donc dû avertir les consommateurs et les personnes qui étaient susceptibles de s'être procurées de la viande de porc dans les environs. Et sachant qu'en plus Robert a donné certains cadavres comme nourriture à ses cochons, donc si vous n'avez pas mangé directement de la viande humaine, vous avez mangé de la viande de porc nourrie avec de l'humain. Dans tous les cas, c'est un peu glauque, on est d'accord. Dire qu'on râle quand on nourrit des porcs avec des OGM ou des antibiotiques, alors que ça pourrait être bien pire. La preuve. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de cette ferme de l'horreur, les bâtiments ont été rasés, et même s'il a reconnu 49 meurtres, officiellement Robert ne va être accusé que pour 26, il va plaider non coupable lors de son procès qui s'ouvre en janvier 2006, et il y a tellement de choses à dire au tribunal qu'on va diviser la charge en deux, 20 meurtres d'un côté et 6 de l'autre. Ça n'a pas l'air d'être des génies en maths, mais bon. Apparemment, en fac de droit, on oublie ces divisions. Ouais, excuse, je suis trop occupé à apprendre le code pénal en fait. Les familles qui sont venues assister au procès ont été surprises de découvrir à quoi ressemblait le meurtrier. Ce monstre, comme on l'imaginait, n'est pas très impressionnant physiquement. Désolé de te le dire comme ça, Robert, mais c'est vrai que t'es pas hyper badass. Comme pour la scène de crime, le procès qui s'ouvre est hors norme, plus de 240 témoins sont appelés à la barre, on apprend des choses, on révèle des détails qui ajoutent au sordide de cette affaire, comme ce sextoy qu'on retrouve attaché à un revolver et qui devait servir comme silencieux. Là on est vraiment sur du système D, scotcher un sextoy sur son pistolet pour que ça fasse moins de bruit. Je ne sais pas par contre si le choix de ce silencieux, c'était pour plaire aux prostituées. Finalement, Robert sera condamné assez logiquement à la prison à perpétuité pour les 6 premiers meurtres pour lesquels il a été jugé. Et la justice canadienne décide de ne pas faire de procès pour les 20 autres affaires. Ce qui n'a pas forcément été très apprécié par les familles concernées, même si le coupable est enfermé à vie. Après, ça évite malgré tout encore de l'horreur et des révélations choquantes pour ses proches qui ont déjà découvert les conditions terribles de la mort de leur fille, de leur sœur ou de leur mère. Une enquête du gouvernement du Canada a été ouverte en 2010 sur des éventuels manquements des forces de l'ordre qui ont tardé à traquer un coupable car les disparitions ne les intéressaient pas. On a conclu qu'il y avait eu un travail bâclé et des carences flagrantes à l'époque. Si bien que les enfants des victimes ont poursuivi en justice les différentes forces de l'ordre et de l'État pour ces erreurs. En 2014, chaque enfant a eu droit à 50 000 $ d'indemnisation, et le gouvernement a aussi demandé à créer et financer des refuges d'urgence pour éviter que des femmes seules ne soient enlevées et tuées. Un homme de 27 ans qui s'appelle Thomas Loudamy, qui habite en Californie, a envoyé des courriers à Pinkton en prison en se faisant passer pour une femme. Si jamais vous partez en vacances et qu'il vous reste une carte postale et que vous ne savez pas à qui l'envoyer, surtout n'hésitez pas, je vous mets l'adresse de la prison ici. Ce n'est pas la première fois que Loudamy écrit des lettres à des criminels, et cette fois, il a eu une réponse de Pinkton. On apprend que dans ce courrier, Robert aurait encore clamé son innocence. Notre homme écrit des lettres, mais aussi un livre en prison qui sort en 2016,
Une enquête a été ouverte pour savoir comment la publication d'un tel récit avait été possible, ça suscite la polémique et ça sera retiré de la vente. D'autres criminels ont été suspectés dans cette affaire qui est d'une ampleur énorme. Le premier et le plus important, c'est le Green River Killer, qui a frappé à Seattle, pas très loin de la frontière avec le Canada et donc de Vancouver. Je vous fais réviser votre géographie par la même occasion. Gary Ridgway a été arrêté en 2001 après avoir tué au moins 50 femmes. Mais aucune preuve ne le relie formellement à notre affaire. Autre piste, celle de Keith Jesperson, qui est un camionneur qui sillonnait le nord des États-Unis et qui aurait assassiné au minimum 8 femmes sur sa route. On l'appelait aussi le Happy Face Killer, car il mettait des smileys sur les lettres qu'il envoyait à la police. C'était un petit peu le début de la mode des kikous, mais version psychopathe. On parlera peut-être de ces deux criminels un jour, et si déjà ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Au total, on estime que plus de 100 prostituées ont disparu dans les environs de ce quartier malfamé de Vancouver. On sait que Pinkton en a tué au moins 49 et qu'il n'a sûrement pas enlevé tout le reste, donc il y a quand même des disparitions qui ne seront pas résolues. Encore aujourd'hui, chaque année, le 14 février, il y a des milliers de personnes qui descendent dans la rue pour manifester et ne pas oublier le destin de ces femmes qui ont disparu et qu'on ne retrouvera malheureusement jamais. Une chose peut-être à retenir de cette vidéo, essayez de privilégier la viande française, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il se cache dans le jambon fabriqué à Vancouver, c'est élémentaire.